Une journée Togo mort poursuivie ce 4 décembre. L'appel de la principale coalition de l'opposition est censé obliger les autorités à interrompre le processus électoral engagé pour les législatives prévues dans une quinzaine de jours. À Madagascar, c'est parti pour le second tour de la présidentielle du 19 décembre prochain. Face à face, deux anciens présidents, Marc Ravalomanana qui espère prendre sa revanche sur son tombeur en 2009, Andra Joël. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour l'actualité internationale. Journée Togo mort poursuivie ce 4 décembre. La principale coalition de l'opposition est passée à la vitesse supérieure en décrétant cette journée morte pour empêcher les élections controversées du 20 décembre prochain. C'est en effet ce mardi que s'est ouverte la campagne pour ces élections législatives. La campagne électorale a démarré timidement mardi alors que 14 partis formant la coalition qui ont décidé de ne pas présenter de liste accusent le pouvoir d'irrégularité dans l'organisation du scrutin. Le pays traverse une grave crise politique depuis plus d'un an avec des manifestations massives pour réclamer la démission du président Faure Simbe. Ce dernier a succédé en 2005 à son père qui avait dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. Dans les grands marchés à Lomé, presque tous les magasins étaient ouverts et animés en milieu de matinée. Certaines échoppes étaient toutefois fermées au marché du quartier Baie, traditionnellement fief de l'opposition. Les banques étaient également ouvertes en ville, de même que le bureau de l'administration publique. Mais le truc de politique là, ils sont en train de nous tuer. Chaque fois Togo mort, mais on ne trouve pas de solution. Comme le pays aussi, il n'y a pas de vivre et autres, tu es obligé de sortir pour trouver quelque chose pour ta famille aussi. La coalition de l'opposition exige notamment la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI et la reprise de toutes les activités menées par cette institution. Au total, 850 candidats issus de 130 listes de 12 partis ou indépendantes participent à ce scrutin. Parmi ces partis figurent l'Union pour la République, le Mouvement patriote de la démocratie et le développement et l'Union des forces de changement UFC de l'ex-opposant historique Jules Christ Olympio. Lundi soir, le président de la CENI a appelé les acteurs politiques à mener une campagne électorale dans la sécurité, l'apaisement et le calme. Les étudiants nigériens veulent le départ des troupes militaires étrangères du pays. Ils ont dénoncé une certaine nonchalance des autorités dans la gestion des problèmes scolaires. C'était lors d'une assemblée générale de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. L'éveil des peuples face à la tyrannie politique de leurs dirigeants égoïstes. Ainsi, l'ONU rappelle au jeune président Macron que les libertés d'expression, de contestation et de protestation sont inhérentes à la personne humaine elle-même. Par conséquent, leur respect est un impératif, même pour un baron de l'impérialisme français. En effet, la situation actuelle en France devrait titiller l'esprit de nos dirigeants despotes politiquement installés et présidents de la République pour leur dire que tout a une fin. À cet effet, nous invitons nos dirigeants politiques à jeter un regard sur la situation de leurs patrons en France. L'ONU déplore le silence complice et intolérable du gouvernement nigérien face à l'enlèvement répété des femmes et enfants dans la région de Difa. L'ONU s'inquiète de la situation économique fragile sciemment instaurée par l'État dans les régions de Difa et de Tillabéri. L'ONU exige de la France, de l'Allemagne et des États-Unis de dégager leurs soldats inutilement installés sur notre territoire. L'ONU rappelle au gouvernement nigérien et à son patron que les bases militaires étrangères sont déclarées désormais persona non grata dans notre pays car malgré leur présence, nos vaillants soldats continuent d'être massacrés souvent avec l'appui même de l'armée française, comme l'a relevé les récentes informations. L'ONU invite toutes les sections sœurs de Niamey à donner un mot d'ordre afin de mobiliser l'ensemble des scolaires pour partir déloger les militaires étrangers inutilement installés sur le territoire nigérien. Au terme de toutes les démarches responsables que nous avions menées en tant que comité exécutif, le gouvernement, par le biais du ministre de l'Enseignement supérieur, nous a promis de procéder à la révision des 10 critères. À la date d'aujourd'hui, le conseil d'administration de l'ANAB est en phase terminale du travail de sélection des dossiers de l'aide sociale.
Notre surprise fut grande lorsque nous avons vu que ces travaux ont tenu compte pratiquement de tous les critères, et ce, malgré la promesse du ministre chargé des enseignements supérieurs représentant le gouvernement. Pour la suite de ce journal, second tour de la présidentielle à Madagascar, le candidat Marc Ravalomanana en campagne a assuré avoir beaucoup d'expérience tout en reconnaissant les erreurs militaires commises lors de ses 2 mandats de président. Pour ce second tour qui a lieu le 19 décembre prochain, Ravalomanana est face à Andra Juel, lui également ancien président, un scrutin aux allures de revanche après la crise politico-militaire sanglante de 2009. La campagne pour le second tour s'ouvre mardi et elle promet d'être féroce, tant le passif entre les 2 finalistes est lourd. Élu en 2002, Marc Ravalomanana a été contraint de quitter la présidence de la Grande Île 7 ans plus tard après une série de violentes manifestations soutenues par Andy Rajoelina, alors maire de la capitale. Celui-ci a ensuite été installé à la tête d'une présidence non élue par l'armée. Les 2 hommes ont été interdits de candidature en 2013 dans le cadre d'un accord de sortie de crise. Les années ont passé, mais le riche patron du groupe laitier Tico, bientôt 69 ans, en tient une rancune ténace à son jeune rival 44 ans, qu'il accuse volontiers de tous les maux. Sans la présidence Rajoelina, donc de 2009 à 2013, répète-t-il, à l'envi, son pays, l'un des plus pauvres du monde, se porterait mieux. Son programme à la main, Marc Ravalomanana promet aussi de s'attaquer à l'insécurité et de reprendre les aides à la scolarisation des enfants lancées pendant son mandat. La presse proche de l'ancien président a chiffré mardi à 6 le nombre de ceux qui ont déjà rallié sa bannière. Parmi eux, l'ancien premier ministre Olivier Marfali, Salonandrasana, le chef de l'État sortant, Eri Rajoelina, si est lui catégoriquement refusé. Le président Rajoelina, le président sortant, il ne tenait pas compte de promesses. Il m'avait dit que on va se mettre d'accord. Bon, si je vais gagner, vous allez me supporter si vous allez gagner. Mais Eri Rajoelina, l'ancien président, laissez-le comme ça. Accusé comme son rival d'avoir dépensé sans compter pour sa campagne électorale du premier tour, Marc Ravalomanana se défend farouchement d'avoir acheté sa place au second tour. Moi, je n'ai pas truqué ou bien je n'ai pas volé de l'argent des voitures, je ne voulais pas aussi critiquer les gens. Je ne veux pas savoir d'où vient l'argent des autres. Ils ont de l'argent, ils ont de l'argent. Mais j'ai gagné dans le 2e tour. Ça me suffit. Son programme, insiste Ravalomanana, devrait lui permettre d'emporter la victoire, à condition, précise-t-il, que le scrutin dont le premier tour a été contesté par les principaux candidats se déroule de façon libre et transparente. En cas de victoire, il promet aussi de choyer l'armée qui avait précipité sa chute en 2009. Visite du prince saoudien Mohamed Ben Salman en Algérie. La rencontre prévue avec le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika n'a pas eu lieu. Pour cause, le président de l'Algérie est alité du fait d'une grippe aiguë, une information communiquée par la présidence du pays. Arrivé la veille au soir, Mohamed Ben Salman a quitté lundi la capitale algérienne en fin d'après-midi à l'issue d'une visite à l'écart des projecteurs et de la presse. L'étape suivante de la première tournée du prince héritier à l'étranger depuis l'assassinat en octobre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qu'il est soupçonné d'avoir ordonné, n'a pas été précisée. Selon un communiqué de la présidence, le chef de l'État algérien, alité du fait d'une grippe aiguë, n'a pas pu recevoir comme prévu le prince héritier d'Arabie saoudite. L'état de santé de Bouteflika, 91 ans, fait l'état de nombreuses spéculations depuis qu'il a été victime en 2013 d'un accident vasculaire cérébral AVC qui a considérablement réduit sa mobilité et son élocution. Il sort depuis rarement de sa résidence médicalisée des Héraldies dans la banlieue d'Alger, ne s'exprime plus en public et reçoit peu de dignitaires étrangers. En février 2017, une visite de la chancelière allemande Angela Merkel avait été reportée à la dernière minute en raison d'une bronchite aiguë du président algérien. Merkel s'est finalement rendue en Algérie en septembre dernier et a été reçue par Bouteflika. Le président algérien au pouvoir depuis 1919 est apparu le 1er novembre à la télévision, déposant une gerbe sur la tombe des martyrs de la guerre d'indépendance d'Algérie 1954-1962 à l'occasion du 64e anniversaire de son déclenchement.
Le prince héritier saoudien a été reçu lundi matin par le premier ministre algérien Ahmed Ouyaouia, selon la présidence. A notamment été mis sur pied un haut conseil algéro-saoudien de coordination co-présidé par les deux hommes, destiné à renforcer notamment la coopération en matière politique et sécuritaire, dans la lutte antiterroriste et contre l'extrémisme et dans divers domaines économiques et commerciaux, selon le ministère algérien des Affaires étrangères. La visite de Mohamed Ben Salman a fait l'objet en Algérie de critiques d'intellectuels, des journalistes, d'oulémas et de partis d'opposition qui ont rappelé que le prince est soupçonné d'avoir organisé le crime abominable de Jamal Khashoggi. Riyad a reconnu que le journaliste saoudien avait été tué et démembré le 2 octobre à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul, mais dément toute implication du prince Mohamed. Les relations avec Riyad ont souffert du refus de l'Algérie de déployer des troupes au Yémen dans le cadre de la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite qui intervient dans ce pays en guerre depuis 2015 face à des rebelles soutenus par l'Iran. Alger entretient de bonnes relations avec Téhéran, grande puissance régionale, rivale du Riyad, tout en veillant à maintenir des liens cordiaux avec l'Arabie saoudite, malgré une opinion publique très défavorable à ce poids lourd du Golfe, perçu notamment comme trop proche des États-Unis. Premier exportateur mondial de pétrole, le poids du Riyad est décisif à l'OPEP pour un maintien des niveaux de production bas, crucial pour faire remonter les prix du brut, ce dont a désespérément besoin l'économie algérienne, ultra dépendante de la valeur des hydrocarbures. Peu de détails sur la visite ont été rendus publics. Aucun programme officiel n'a été communiqué et les médias d'État comme la presse privée, après avoir annoncé la veille l'arrivée du prince, sont restés peu prolixes lundi. Premier salon de l'armement en Égypte. Une quarantaine d'États et environ 400 entreprises sont représentées. Ce rendez-vous se présente comme une démonstration de force pour le Caire qui veut inciter les partenaires occidentaux à produire du matériel militaire. Le salon s'est ouvert ce 3 décembre. L'Égypte, l'une des premières puissances militaires de la région, organise son premier salon de l'armement où une quarantaine d'États et près de 400 entreprises sont représentées selon les autorités. Sisi et Parly ont coupé ensemble le ruban rouge d'ouverture du salon selon les images de la télévision gouvernementale. Ce salon montre la force du pays. Comme vous le savez, les pays qui organisent des salons de l'armement sont des pays développés. Nous exposons des équipements égyptiens liés à la production militaire pour qu'ils trouvent leur place sur le marché mondial. Cela fait plusieurs années que nous avons une production très efficace et nous développons nos productions en coopération avec toutes les entreprises internationales importantes. Donc, quand nous coopérons avec une grosse entreprise en Europe, aux États-Unis, en Russie, en Chine ou en Corée, nous adoptons de nouvelles technologies et nous fabriquons des produits de haute qualité qui peuvent en concurrencer d'autres sur le marché mondial. Le chef de l'État s'est ensuite livré à une visite guidée entouré notamment des responsables militaires égyptiens dans un gigantesque salon d'exposition en périphérie du Caire. Parly, qui ne s'est pas exprimé publiquement, doit s'entretenir avec Sisi et son homologue Zaki, selon un communiqué du ministère français de la Défense. La coopération militaire s'est considérablement renforcée entre Paris et le Caire depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi en 2014. Nous avons déjà de longues relations avec les forces armées égyptiennes. Nous sommes avec elles depuis de nombreuses années. Elles possèdent plus de 4000 de nos véhicules dans leurs forces. Donc, bien sûr, nous voulons être ici et nous voulons participer à tous les salons de l'armement qu'ils organisent. Depuis 2015, l'Égypte a conclu pour 6 milliards d'euros de contrats d'armement avec Paris, portant notamment sur la vente de 2 porte-hélicoptères Mistral, 2 missiles et de 24 avions Rafale. La ministre doit également rencontrer les représentants d'industriels français présents au salon. Les organisations de défense des droits de l'homme accusent l'Égypte d'utiliser des armements d'origine européenne contre des civils, notamment pour réprimer l'opposition et les activistes. Le Caire refute systématiquement ces accusations. Parly doit se rendre ensuite au Koweït mardi, où elle doit notamment rencontrer l'émir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah et son ministre de la Défense. Le
l'ex-président américain Donald Trump serait un imbécile dangereux selon le réalisateur américain James Gray. Des propos tenus lors d'une conférence de presse à Marrakech au Maroc. James Gray, président du jury du Festival du film de Marrakech, explique être embarrassé par le président américain et ressentir le besoin de s'excuser assez souvent. C'est horrible. Ce que ça veut dire est que mon président est un imbécile. Je ne le répéterai jamais assez. Et pour être clair, je le hais et je suis embarrassé. C'est très difficile pour moi d'être là, car j'ai un imbécile qui est président des États-Unis. Et parce qu'il est un imbécile très dangereux, c'est très embarrassant. Je me sens très mal à l'aise et j'ai l'impression de devoir m'excuser toutes les 2 minutes. Donc à cause de ce contexte, car je suis ici pour essayer de représenter le meilleur côté de notre pays, pas celui représenté par un imbécile. Je pense que le discours que Robert De Niro a prononcé était ce que j'espérais dire, avec bien plus d'éloquence et de force. En Sierra Leone, 1 an après la vente d'une pierre exceptionnelle, le diamant de la paix, les retombées sont encore attendu par les habitants du village d'où a été trouvée la pierre. Cette pierre qui a fait la fortune d'un pasteur évangélique du pays. Vendue aux enchères par le gouvernement pour 6,5 millions de dollars, plus de 3 milliards de francs CFA à New York en 2017. Il devait incarner la rupture avec les fameux diamants du son dans ce pays d'Afrique de l'Ouest meurtri par une décennie de guerre civile entre 1991 et 2002. 1 an après la vente d'une pierre exceptionnelle qui a fait la fortune de ce pasteur évangélique, Emmanuel Momo, les villageois en attendent encore les retombées. Vendu aux enchères par le gouvernement pour 6,5 millions de dollars le 4 décembre 2017 à New York, il devrait incarner la rupture avec les fameux diamants du sang dans ce pays d'Afrique de l'Ouest meurtri par une décennie de guerre civile de 1991 à 2002. La controverse autour des diamants du sang, ces pierres précieuses ayant servi à financer des conflits en Afrique, comme en Angola ou en Sierra Leone, a abouti à la création du régime international de certification dit de Kimberley. Mais pour la population, absolument rien ne s'est passé, déplore le pasteur de 39 ans installé à Freetown, mais propriétaire d'une société de prospection minière dont les employés ont découvert en mars 2017 ce diamant de 709 carats, environ 140 grammes, à proximité du village de Koriardou, parsemé de gros rochers. Les enseignants aujourd'hui y travaillent bénévolement et ils ne sont pas qualifiés. Un enseignant de la région, Victor Tomba Yopoy, confirme. Si ce projet n'aboutit pas ou s'il n'aboutit jamais, je ne suis pas sûr que quelqu'un dans cette communauté prendra un gros diamant de la taille d'un ballon de football et ira le remettre aux autorités. Nous n'irons jamais remettre un diamant au gouvernement. Suivant la seule voie légale possible pour vendre ce diamant non taillé, le pasteur l'avait remis à l'administration du président de l'époque, Ernest Bailly Koroma, qui l'avait baptisé Diamant de la Paix et s'était engagé à lui reverser 26% du produit de la cession, initialement prévu lors d'enchères à la Banque centrale de Freetown. Le reste de la vente devait revenir à l'administration fiscale à hauteur de 59% ou être alloué à un fonds pour le développement de Koriardou pour 15%. Le commerce doit se faire de manière à ce qu'un pourcentage revienne sur place et qu'on le voit. Pas uniquement en théorie, dans les journaux, mais sur le terrain. À l'époque, le gouvernement avait jugé insuffisante la meilleure offre reçue en vue des enchères prévues à la Banque centrale de Freetown, qui était de plus de 7 millions de dollars. Il s'était alors résolu à vendre le diamant à l'étranger pour finalement n'en obtenir que 6,5 millions il y a 1 an. Sur les 1,69 millions de dollars versés au pasteur, 20% sont revenus aux 5 employés de la mine à l'origine de la découverte. Koriardou, lui, n'a jamais vu la couleur de l'argent promis au développement de la communauté. En vendant elle-même le diamant, les autorités voulaient encourager les prospecteurs à renoncer au trafic. Mais 1 an après les enchères de New York, Koriardou, situé au bout d'une piste de 10 km impraticable 6 mois par an, n'est toujours pas raccordé au réseau électrique et n'a ni école digne de ce nom,
bâtiments ni centres de santé. Ce contrat d'$1 million attribué par l'administration Koroma à une société chinoise pour la construction de la nouvelle école et d'un centre de santé a été gelé après l'arrivée au pouvoir du nouveau président Julius Maada Bio, élu en avril, expliquent les nouvelles autorités. Après révision, ces projets devraient toutefois être rapidement remis sur les rails. En attendant et pour apaiser l'amertume qui s'installe à Koriardou, le Rapaport Group, la maison de vente qui a organisé gratuitement ses enchères, a fourni au village en novembre ses 50 premiers panneaux solaires. Voilà pour ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h pour un nouveau.